Exactement, et c'est peut-être ce qui distingue parfois l'entreprise de l'immobilier. L'entreprise est un objet vivant humain. Je ne vais pas dire que l'immobilier est un objet mort, hein, bien loin s'en faut, mais est un objet beaucoup plus stable. Donc le cash flow futur est un peu plus prévisible à la définition de ce qu'est la finance. Ouais. La finance, c'est du temps, découle l'espérance de rentabilité avec un risque associé. Le risque, il ne faut jamais oublier, il peut être positif, il peut être négatif. En fait, on a des cycles de vie. À un moment, on est dans un cycle de vie, on a des enfants, etc. Donc le sujet, c'est l'éducation des enfants. Ensuite, on a fait le job d'éduquer ses enfants. On commence à être à un stade de sa vie où on gagne convenablement sa vie. C'est de dire, tiens, ça serait pas mal que je construise du patrimoine et éventuellement ma retraite. Mais si j'investis chez toi, c'est parce que le peu que je te connais, je sais que tu es un Top Gun. Parce que je sais que tu vas faire de la super perf. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on est accueilli chez Grégory Sabat. Salut Grégory. Salut Grégory. Bonjour les amis. Grégory, il est associé et gérant d'une banque d'affaires qui s'appelle Link Capital. Donc on va voir un petit peu justement qu'est-ce que c'est le métier finalement de la banque d'affaires. Et au programme de cet épisode, on peut essayer de comprendre les solutions de financement qui peuvent venir à vous quand vous voulez financer des projets immobiliers, que ce soit pour les professionnels. Donc ça peut être des foncières, des promoteurs, des marchands de biens et toutes sortes d'autres business. Voilà, nous comment structurer les deals nous intéresse. Voilà. Comment on structure des deals et tout ça. Est-ce que dans un premier temps, Grégory, tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh ben c'est parfait. Et Link Capital aussi au passage, comme ça. Alors, je m'appelle Grégory Sabat, j'ai 2 enfants et j'ai coutume de me qualifier comme un entrepreneur engagé au service soit de la banque d'affaires, soit de l'investissement. Qu'est-ce qu'on entend par banque d'affaires ? En fait, notre métier consiste, alors je vais d'abord le faire simple et j'en rajouterai un peu après, à détecter des champions, des entrepreneurs ou des professionnels de l'immobilier, à leur trouver des actifs et à leur trouver du financement. Et parfois, les deux sont liés. Quand on a un champion, on va commencer parfois par le financement. Et grâce au financement, il va pouvoir acquérir des actifs. Ou on va trouver des actifs parce qu'il a du financement. Et lui va pouvoir investir dans ses opérations. Et ça peut être vrai aussi bien pour l'entreprise que pour des opérations immobilières. Donc, mon métier, plus simplement ou plus complexe, de manière plus compliquée, en fait, consiste à accompagner des dirigeants en ingénierie financière, capitalistique, patrimoniale, soit aux fins de les accompagner dans des opérations de financement, et ce peut être des recherches de fonds propres, de quasi-fonds propres, de dette junior, de dette senior, enfin de définir quelle est la structure de financement optimale au regard de l'objet du projet qui est en face. Et ça fait partie vraiment de notre expertise d'être capable d'intervenir sur l'ensemble de la palette du financement, quelle que soit la typologie des ressources, ou on va s'adresser à des opérations transactionnelles, que ce soit des opérations d'accompagnement d'un dirigeant en recherche d'acquisition, ou un dirigeant qui souhaite céder un actif, une activité, son patrimoine professionnel et profiter des quelques années qui suivent. Et comment t'en es arrivé là, justement, à faire ça ? Alors, moi, j'ai un parcours. J'aurais bien aimé dire que j'étais tennisman professionnel ou autre, ou basketteur. Bon, j'avais pas la taille, mais tennisman, j'aurais bien aimé. Mais finalement, mon parcours a toujours été plutôt un parcours de financier, avec des études de finance dans une université parisienne. De ces études-là, en fait, j'ai eu une opportunité assez incroyable. J'ai envie de dire peut-être presque contrariant, où d'autres n'y seraient pas allés. J'ai eu la possibilité d'accompagner celui qui était devenu le président de l'association professionnelle de ceux qui font le métier d'investir dans des entreprises non cotées, dans des actifs non cotés. Ok. Et en fait, à ce moment-là, j'avais le choix soit de rentrer dans une équipe qui fait le métier d'investisseur financier, soit de rentrer dans ce syndicat professionnel représentant la profession au même titre où le MEDEF représente les entrepreneurs, France Invest représente les fonds d'investissement, et c'est ce choix que j'avais fait à l'époque. Et en fait, ce choix m'a conduit à plusieurs choses. Un, à toucher
tout ce qu'on peut imaginer dans une organisation professionnelle, que ce soit faire des études sur la profession, organiser des événements, faire du lobby, aller dans des ministères, rencontrer des ministres et leur présenter des résultats d'études sur qu'est-ce que le capital investissement, combien d'emplois ça représente, combien d'entreprises, combien d'actifs d'infrastructures, combien d'actifs immobiliers. Et en fait, aucun jour ne ressemblait au précédent. Et ça, j'ai envie de dire, c'était assez incroyable. Et ça, je parle plus de contenu. Et le contenant, finalement, dans une association professionnelle, vous avez accès à tous ceux qui font le métier d'investir dans les entreprises. Et ça m'a ouvert un accès à tous les professionnels de l'investissement. Oui, j'allais dire, ça te fait tout le réseau en fait nécessaire après pour adresser. En fait, ce qui était contrariant est devenu quelque chose de juste incroyable, puisqu'une aventure où, j'ai envie de dire, à l'époque, je m'étais dit je vais rester 1 ou 2 ans, j'y suis quand même resté 7 ans. Merci France Invest. C'est certainement l'aventure la plus passionnante qui m'a donné certainement le réseau sur lequel je travaille encore aujourd'hui, celui des investisseurs financiers, et qui a dressé un peu mon parcours. Ensuite, la vie fait que on évolue dans ce qu'on fait au jour le jour, mais c'est sûr que le réseau est venu de là. Et de cette expérience-là, faut jamais oublier, alors la limite d'une association professionnelle, c'est que ça reste un observatoire. On n'est pas un acteur, on observe un marché. Forcément, en tant qu'observateur, il y a un jour, on veut passer du côté des acteurs. Ce qui m'a conduit à l'époque à rejoindre un fonds d'investissement. Pour ne pas le citer, c'était l'équipe NextEdge, où le métier de NextEdge est là aussi d'investir dans des entreprises principalement non cotées. Oui, ils font pas que du private equity, je crois, non? Ils font aussi... Alors, ils font du côté de l'investissement non coté et de l'investissement coté. Ouais, c'est ça, ok. Ça, c'est leur particularité. J'y ai passé 3-4 années. Ça a été une aventure passionnante, mais j'ai voulu encore passer une étape. C'est dire, d'investisseur, je deviens entrepreneur. Mais quand vous êtes un financier, moi, je savais pas faire de la restauration, je savais pas faire de l'hôtellerie, je savais pas être marchand de biens, je savais pas être promoteur immobilier. La seule chose que je savais à peu près faire, c'était de la finance. Donc, j'étais entrepreneur en finance et j'avais différents choix. Finalement, le choix s'est porté vers le fait de créer une banque d'affaires. J'avais un peu de réseau pour ça. J'avais tous les pourvoyeurs de capitaux. Il fallait plus que trouver des chefs d'entreprise qui allaient me donner leur confiance. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. J'ai trouvé mon premier cobaye. Et de ce cobaye-là, ensuite, c'était un peu moins des cobayes et ça devenait vraiment des chefs d'entreprise qu'on accompagnait. Et l'aventure s'est écrite. Et ça fait 12 ans qu'on écrit cette aventure. Voilà. Trop bien. Et bon, je crois que tu as accompagné du coup plein d'entreprises ou d'entrepreneurs dans des secteurs bien différents. Ouais, t'as vu plein de choses, je crois, peut-être tu peux nous en parler, mais du retail, de l'hôtellerie, des acteurs immobiliers, il y a un peu de tout, quoi. Je pense qu'en l'espace d'une 12aine d'années, on a dû faire une centaine de missions d'accompagnement de dirigeants. À côté de ces centaines, ça doit être un peu plus d'un millier, voire plus, à mon avis, c'est plus d'un millier de dossiers regardés. Oui, que tu as vu. Au final, on accompagnait une centaine. C'est à la fois beaucoup, pas beaucoup, mais sans opération, c'est quand même assez significatif. Et on est intervenu dans des sujets qui vont de tout ce qui est effectivement retail, distribution, e-commerce, à des secteurs industriels, à des secteurs liés à l'immobilier et l'hébergement. C'est-à-dire, à titre d'illustration, on peut prendre des cliniques, des crèches qui hébergent des enfants, ou encore des hôtels, ou encore du co-living, ou encore tous ces supports-là où on a pu intervenir dans toute cette verticale immobilier-hébergement, des promoteurs immobiliers, des marchands de biens, je passe, industrie et services financiers, où on a développé une practice assez forte. En fait, ce sont 4 verticales où on dispose d'une practice et d'une appréhension assez rapide des sujets qui nous sont présentés. Et des sujets que vous connaissez bien, quoi. Justement, ça tombe bien, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être la verticale un peu immobilier-hébergement, parce que c'est surtout ça qui intéresse les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que t'as parlé tout à l'heure, quand t'as décrit, je pense que ça a le mérite d'être réexpliqué, parce que pas tout le monde qui a les termes, mais t'as parlé tout à l'heure de dette, de fonds propres, de quasi-fonds propres, d'ingénierie financière. Est-ce que tu peux expliquer un peu ces termes-là pour voir un peu le panel de solutions qui peut s'offrir un entrepreneur qui veut financer un projet ou un actif? Alors, merci de m'ouvrir ce sujet parce que j'y suis toujours sensible.
souvent parce que j'entends dire « Ouais, le banquier, il n'a rien compris. » Ouais. En fait, il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière le mot prêt, ce qu'il y a derrière le mot fonds propres, ce qu'il y a derrière le mot quasi-fonds propres. D'un côté, il y a des interlocuteurs qu'on appelle des prêteurs. Le prêteur est là pour prêter de l'argent. Et le terme, pardon d'insister, mais prêter de l'argent veut dire quoi ? C'est d'avoir la quasi-certitude d'être remboursé. Il n'est pas là pour prendre un risque, il est là pour se servir de la notion temps, donner le temps à une entreprise, à un actif, de pouvoir être acquis à un instant donné et de se rembourser dans le temps. Et toute la logique du prêteur, qu'on appelle banquier, qu'on appelle plateforme participative, aujourd'hui il y a de plus en plus de notions, voire mezzaneur, et j'en passe. Son sujet, c'est d'avoir la certitude du remboursement de cet argent. Donc ça s'appréhende essentiellement à la lecture de ce qu'est un business, ce qu'une activité, ce qu'est un actif immobilier ou entreprise, c'est exactement la même logique, est capable de générer comme cash flow. Tu vas me demander ensuite ce que j'entends par le mot cash flow. Moi, cash flow, comme, les gens ça va à peu près. Comme cash flow dans le temps. Si je suis capable de générer 100 euros de cash flow par an, ça veut dire que face à ce 100 euros, plus j'ai de la certitude sur ce 100 euros, plus le prêteur va être prêt à apporter un financement qui se rapproche de ce 100 euros. Okay. En fait, plus une boîte est stable, et elle fait des résultats assez progressifs, plus elle a de chances de se faire prêter beaucoup d'argent. Exactement, et c'est peut-être ce qui distingue parfois l'entreprise de l'immobilier. L'entreprise est un objet vivant humain. Je ne vais pas dire que l'immobilier est un objet mort, hein, bien loin s'en faut, mais est un objet beaucoup plus stable. Donc le cash flow futur est un peu plus prévisible que le cash flow futur dans une entreprise. Et c'est ce qui permet, j'ai envie de dire, aux banquiers d'aller un peu plus loin dans la capacité à prendre sur le cash flow futur. Plus le cash flow est certain, plus on pourra aller loin en termes de financement. Alors, je vais poser des questions bêtes, mais moi, je ne suis pas trop de ce domaine financier. Je suis plus vraiment sur la partie IMO. Mais pourquoi, si une boîte marche, qu'elle a des fonds propres, elle a des bons résultats, elle aurait besoin justement de lever de l'argent? Alors, je sais, pour acheter des entrepôts ou autre, mais pour se développer. Pour se développer, ouais. Oui, pour se développer, ouais, encore plus vite. Non, mais en fait, il y a un moment... Elle pourrait le faire en interne avec les fonds propres qu'elle a, par exemple. L'autofinancement, quel que soit l'univers, financier, immobilier, l'autofinancement d'une entreprise, c'est la capacité qu'a l'entreprise ou l'actif immobilier à générer une trésorerie à un instant donné. Est-ce que et face à nous, on a un projet, on est propriétaire de cet immeuble et on a l'opportunité d'acheter l'immeuble en face. Sauf que l'immeuble que j'ai aujourd'hui, imaginons il est libre de dette, ne me génère pas assez de trésorerie pour acheter l'immeuble en face compte tenu de la valeur de l'actif en face. Pour autant, l'actif en face va me générer un cash flow récurrent, visible, défini. Tu as envie de faire de l'immobilier locatif. Tu as identifié un appartement dans lequel toi, tu te dis je vais mettre un locataire. Au regard des paramètres de cet appartement, tu considères, on va prendre un exemple, que le loyer auquel tu peux prétendre est de 1 000 euros. Ok, 1 000 euros par an. Ok. Tu sais, 1 000 euros par mois, pardon, autant pour moi. 1 000 euros par mois. Ce qui veut dire qu'en gros, cet actif génère 1 000 euros par mois, donc sur un an, 12 000 euros. Le prêteur va être en capacité de te prêter sur une durée qu'on va déterminer, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et si tu es très fort, peut-être 7 ans, j'en sais rien. Sur 15 ans, finalement, on va dire, moi, sur ces 1 000 euros par mois, je suis capable d'en capter 700 euros par mois ou 800 euros, peu importe. Eh ben, j'applique ce 700 euros multiplié par 12 mois, multiplié par 20 ans, si la durée est celle-là. J'ai pas de calculatrice, mais si on faisait le petit calcul, ça donnerait une valeur à terme. Eh ben, cette valeur à terme, c'est ce que le prêteur est prêt à te prêter. Pas de chance. Le bien vaut plus. Donc, que cette somme à la fin. Donc, ça veut dire que toi, tu dois mettre un apport financier. Soit tu as la capacité de faire l'apport financier, et auquel cas, c'est formidable, tu n'as besoin de personne d'autre.
tu vas mettre ton argent personnel dans cette opération-là et à côté, tu lèves ta dette et tu as fait ton acquisition. Soit tu es sur un projet trop ambitieux par rapport à tes propres moyens financiers et tu vas aller chercher notamment un investisseur financier qui va apporter le delta de financement. Mais la contrepartie de cet investisseur, on n'est plus avec un prêteur, on est un investisseur. Cet investisseur veut partager à due proportion de sa détention la création de richesse. Complètement. Tu as très bien amené du coup la différence entre la dette et les fonds propres dans ce cas-là. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu demandais pourquoi finalement aller lever des fonds. Et je pense que l'exemple est tout à fait parlant avec l'immobilier. C'est une notion de temps en fait. Parce que même si toi, tu as la capacité, j'en sais rien, comme tu disais, tu génères 1000 euros par mois. Si l'immeuble en face, il vaut 100 000, ça veut dire que tu vas devoir attendre 100 mois pour en fonds propres pouvoir l'acheter, tu vois. Alors que tu as besoin de l'acheter maintenant, toi, parce que c'est maintenant que ton opération, elle est intéressante. Elle est viable, ouais. Donc, c'est maintenant. La notion, je reviens... on oublie... moi, je reviens aux fondamentaux de la finance, à la définition de ce qu'est la finance. La finance, c'est du temps, découle l'espérance de rentabilité avec un risque associé. Le risque, il ne faut jamais oublier, il peut être positif, il peut être négatif. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bonnes nouvelles ou on peut avoir des mauvaises nouvelles. Illustration, je recrute un collaborateur. À la lecture de cette décision, je me suis dit, ce collaborateur va m'amener à tel endroit. C'était un génie, il m'a amené beaucoup plus loin. C'était un mauvais, il m'a amené bien en dessous. C'est ça le risque, ok ? Mais il y a cette notion de temps. Parce qu'on a un temps et des moyens associés à ce temps. Ce collaborateur, il va prendre une rémunération. Donc, j'ai défini des moyens d'investissement dans le collaborateur. Et peut-être que grâce à cet investissement, il est tellement fort qu'il va générer beaucoup plus de richesse. L'espérance que j'avais en lui, elle est beaucoup plus forte. Ou l'espérance, finalement, il était très mauvais. Il m'a coûté plus d'argent qu'il m'en a rapporté. Et toute la notion est là. Et j'ai envie de dire, ça, on peut l'appliquer à n'importe quel actif. Que ce soit un être humain, que ce soit un animal, que ce soit un objet d'art, que ce soit une entreprise, finalement, j'investis dans une œuvre, j'en ai une espérance de performance quelques années plus tard, et de cette espérance vient du temps, j'ai une bonne surprise, j'ai une mauvaise surprise. Et en fait, à chaque instant, on est dans un arbitrage. Tu as ta capacité aujourd'hui. Si moi, je te donne plus de capacité, tu as du talent, je te donne plus de capacité. Au lieu d'acheter un appartement, tu as l'opportunité d'en acheter 2. Ouais. Potentiellement, sans beaucoup plus d'efforts. Mais finalement, tu t'enrichis 2 fois plus vite. Voilà. C'est ça. Carrément. D'où l'intérêt de faire des prêts à gogo. Même d'ouvrir son capital, c'est les deux. C'est les deux. En fait, l'arbitrage, c'est de se dire, est-ce que la contrepartie, quelle est la contrepartie de l'argent que je vais recevoir d'une personne extérieure en termes de transpiration ? Parce qu'à la fin, c'est quand même toi, si j'investis sur toi, qui va transpirer par ton travail, par ton effort, par trouver le bien, etc. Est-ce que le surplus de respiration que je vais avoir grâce à l'argent qui m'est confié en vaut la peine par rapport au surplus de gains que je vais avoir à la fin? Et c'est comme ça qu'on doit se poser la question de dire, ouvrir son capital. Moi, honnêtement, il y a des gens qui veulent juste être propriétaires à 100% de leur entreprise. Moi, perso, tu me donnes 0, j'aurais été prêt à les acheter, 0,05%. Alors, je devrais pas faire d'une GAFA, mais je suis militant des entreprises françaises, mais d'une entreprise Google, Amazon, etc. Je suis riche, et pourtant j'ai 0,005%. Comme quoi. Donc, comme quoi ouvrir son capital n'est pas une notion, c'est une notion parfois arrêtée. C'est une notion de pouvoir ensuite. C'est plus la notion du contrôle, de se dire jusqu'à où je l'ouvre, jusqu'à où je l'ouvre pas. Mais prendre un postulat qui consiste à dire je l'ouvre pas, c'est se freiner dans son développement. Ouais, complètement. Et après, comme tu dis, c'est aussi le rôle des accompagnateurs, des banquiers d'affaires, de voir où est la limite entre à quel point je peux l'ouvrir et à quel point je veux garder en contrôle de mon entreprise et tout ça, quoi. Exactement. C'est un bon équilibre à avoir. C'est le cycle de la vie. En fait, j'ai envie de dire, là, vous parlez de l'entreprise, mais c'est vrai pour l'immobilier. Oui. En fait, on a des cycles de vie. À un moment, on est dans un cycle de vie, on a des enfants, etc. Donc, le sujet, c'est l'éducation des enfants. Ensuite, on a fait le job d'éduquer ses enfants. On commence à être à un stade de sa vie où on gagne convenablement sa vie. C'est dire, tiens, ça serait pas mal que je construise du patrimoine et éventuellement ma retraite. Et ça veut dire quoi ? C'est le jour où j'arrête de travailler, en plus de ma retraite
par répartition, le système classique, je me dis avoir un peu capitalisé dans ma vie, je vais me faire des compléments de revenus de retraite. Et ça, je m'y prends aujourd'hui pour me les fabriquer demain. Et by the way, si tout se passe bien, le jour où je pars, je laisse un patrimoine à ceux qui restent. Et en fait, comme l'être humain est soucieux d'exister au-delà de sa propre vie, a dans son état d'esprit le fait de laisser un patrimoine à ses enfants, et l'immobilier, une entreprise, enfin tout actif, fait partie de cette construction du patrimoine. Voilà. Ouais. Carrément. C'est très bien expliqué. Et du coup, pour continuer dans les explications, on a vu du coup la dette, on a bien compris la différence dette-equity. Tu as parlé de quasi-fonds propres aussi tout à l'heure. Ouais. Donc où est la subtilité Alors, la subtilité, la finance, c'est moi j'ai envie de dire, mon métier, certains souriront, mais c'est presque un peu artistique, parce qu'en fait, on a une boîte à outils en tant que financier. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'entre le titre de prêt et l'actionnariat, en fait, on peut composer tout ce qu'on veut au milieu de la palette. C'est comme celui qui a les outils, comme un cuisinier. Hein. Il y a des mauvais cuisiniers, il y a des bons cuisiniers. Il y en a avec un off et... Mais comme tout, il y a des bons et des mauvais partout. Voilà. Ils sont capables de te faire une recette. Et en fait, tu as une palette qui va de la dette au fonds propre. Donc, tu peux avoir des dettes un peu plus juniors, c'est-à-dire qui se mettent au-dessus en termes de risque des dettes bancaires, des gens qui sont prêts à prendre un peu plus de risques, mais qui sont toujours prêteurs, mais qui passeront deuxième rang, troisième rang, je ne sais pas si ça parlera à la communauté. On peut l'expliquer. En fait, il peut y avoir plusieurs rangs de dettes. Donc, par exemple, la banque est très, très souvent en première. Rang 1, elle prend une hypothèque, si on parle de l'immobilier. Ouais. Voilà. Donc, voilà, maintenant, si on fait l'exemple immobilier. Si sur le bien immobilier, il y a encore, au-delà de l'hypothèque par rapport à la valeur du bien, il y a encore de l'espace, il y a quelqu'un qui va accepter d'être en 2. Mais il prend un risque plus fort, parce que d'abord, la banque va se servir s'il y a un sinistre, et lui prendra ce qui reste c'est ça, derrière. En fait, c'est un ordre de remboursement si jamais... c'est un ordre de remboursement, tout simplement. Et quand les choses se passent mal, c'est la notion du risque négatif. Donc, on cherche en fait à se dire, si ça se passe mal, il y a d'abord les banquiers, ensuite des mezzaneurs. Et dans les mezzaneurs, j'ai envie de dire, il y a différentes catégories. Tu vas d'une mezzanine peu coûteuse, plus coûteuse que la dette, mais peu coûteuse, vers de la mezzanine beaucoup plus coûteuse parce qu'elle est plus risquée. Et en fait, tu vas d'un titre de prêt vers un titre de propriété. C'est-à-dire qu'à ce titre de prêt peut être associé à un accès au capital selon des scénarios. Et c'est là la subtilité. Et donc, tu as de la mezzanine selon les configurations qui vont juste donner aux mezzaneurs du prêt, mais plus cher. Ou tu vas avoir un mezzaneur qui va te prêter de l'argent, mais en ayant accès quand même, si l'événement, le risque est positif, se passe bien, à un bout de capital, à un accès à un peu de propriété. C'est-à-dire pour le financement d'une opération de promotion ou d'une grosse opération de marchand de biens, il y a des prêteurs du coup qui rentrent au capital de la structure de l'opération et qui prennent un pourcentage de la marge à la fin, ou c'est sur intérêt? Alors, ça peut être les deux schémas. Okay. Donc, je la fais courte sur une opération de promotion immobilière quand le marché se portait bien. Les règles, j'ai une opération, j'arrive à être à 80% de dette bancaire. Sur une structuration, 80% de dette bancaire classique. Donc, normalement, je sais que les cash flows, une fois que j'ai fait la commercialisation, sécurisent le banquier. Il reste encore 20%. Sur ces 20%, on peut monter 10 à 15% de financement mezzanine. Soit... et le promoteur va apporter les 5% restants pour faire simple. Enfin, c'est un schéma. Chaque opération est spécifique. Bien sûr, prenons ce schéma-là. Selon est-ce que je mets 5% ou j'en mets 10%, le risque du mezzaneur n'est pas le même. Plus il remonte vers la zone limite du projet, plus il prend du risque. Donc, plus il prend du risque, plus il va dire, écoute, en plus de mon intérêt, tu vas me donner accès à la marge, ou tu veux... Voilà. C'est ça la logique. Moins tu me fais prendre du risque, plus j'accepte juste d'avoir un intérêt élevé. Je comprends. Mais je n'aurais pas, c'est quand même toi qui porte l'opération, et c'est à toi que revient le surplus de marge, s'il y a surplus de marge. Et de ce que tu as vu de ton expérience, c'est plus facile à faire financer des opérations de promotion ou des opérations de marchand? Alors, on parle de grosses opérations quand même, parce que je pense que tu finances pas des petites opérations
à 200 000 euros Non. d'une petite maison. Voilà, donc on parle de grosses opérations. On va accompagner des groupes sur leurs opérations groupes de promotion de taille moyenne ou des marchands un peu structurés. Ouais. Mais alors, tout est une question de contexte. Ouais, Aujourd'hui, c'est vrai. on a vécu une séquence temporelle qui commence à durer un peu, qui en gros a créé une agrégation d'événements défavorables au marché des promoteurs immobiliers. Je vais prendre un certain nombre de sujets. Premier sujet, hausse des taux d'intérêt. Donc, hausse des taux d'intérêt, ça veut dire quoi ? C'est que la dette bancaire que je montais sur mon programme coûte plus cher, elle consomme sur ma marge. Et donc, l'intérêt, à la fin, il pèse sur la marge finale de l'opération. Ouais. Deuxième phénomène, et je reviendrai sur l'intérêt parce qu'ensuite, il y a la commercialisation. Mais Oui. ensuite, C'est un double effet, il y a un double effet qui se coule. Et deuxième phénomène, hausse des prix des matériaux et de l'énergie. Mhm. Donc, hausse des prix des matériaux et d'énergie. Dans un environnement où on milite pour des bâtiments basse consommation, etc., qui renforce encore ce phénomène-là, je prends des matériaux plus chers pour construire mon immeuble. Ça coûte plus forcément, il y a un prix de marché. Le marché a toujours raison. C'est lui qui détermine le prix à la fin. Mon prix, il n'a pas bougé. Mon prix de vente, il n'a pas bougé. Ce qui a bougé, c'est ma marge. L'opération, ouais. Donc, Encore une fois, la marge. le coût de l'opération. Troisième phénomène, hausse des taux d'intérêt impactant la capacité des preneurs, de ceux qui Des acquéreurs. achètent des acquéreurs des biens. Donc, l'acquéreur de biens, là où avant il allait faire son apport personnel et lever le reste en dette, comme il y a une hausse des taux d'intérêt, finalement, son apport personnel doit être plus important pour un même bien, sauf que son apport personnel, il est déjà défini. Donc, finalement, ça va réduire sa capacité à acheter du mètre carré. Ça va réduire sa capacité d'investissement. Ouais. Et ensuite, comme il y a au-delà de ça un resserrement des accords de crédit, faut-il encore qu'il obtienne un accord de financement de la banque. Et ce qui s'est produit, c'est beaucoup plus de dossiers où les banques n'accordaient pas de financement. Donc, conséquence pour le promoteur, la commercialisation devient plus longue, la marge diminue, le coût de l'opération est plus cher parce qu'une année en plus, apporter un programme, c'est un taux d'intérêt, une année d'intérêt. Et ainsi de suite. Quoi. Donc finalement, on a tout un phénomène qui rend aujourd'hui le sujet des promoteurs un peu moins évident. Et il n'y a pas eu d'action politique jusqu'à date, c'est en train de venir, mais il n'y a pas eu d'action qui ont libéré un peu les énergies et qui ont un peu assoupli le contexte. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, accompagner un promoteur immobilier... C'est très compliqué. Dans ce contexte. Dans ce contexte, sauf à ce qu'ils... Enfin, ils ont tous pris conscience de ce changement de paradigme, mais sauf à ce qu'ils soient en capacité d'apporter des fonds propres beaucoup plus significatifs et que l'opération pour autant soit viable. À la fin, c'est une équation. C'est ça, donc il a fallu... donc c'est les promoteurs qui ont aussi compris que l'immobilier, c'était potentiellement des cycles et qui ont pu mettre assez de côté les années où ça allait bien pour couvrir la mauvaise année. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, il faut faire le dos rond. Le ça. sujet du promoteur, c'est de recomposer ses fonds propres. Il recompose ses fonds propres à chaque fois qu'il touche une marge. Et si les programmes qu'il a sur le dos, il ne les transforme pas en vente, ça devient un peu compliqué. Donc, il y a d'autres opportunités d'ailleurs pour les promoteurs. C'est ceux qui se portent bien, ceux qui se portent pas bien. Ceux qui se portent pas bien ont besoin de rentrer du cash et sont prêts à brader des programmes sur lesquels ils sont. Ouais. Et ceux qui se portent bien sont peut-être en capacité de racheter ces programmes avec une décote significative. Enfin, on peut... La créativité de l'être humain est sans limite. Et tu peux tout imaginer en termes d'opération. Tu peux même imaginer que si le promoteur n'a pas les fonds propres sur une opération, finalement, il vend prix coûtant. Aujourd'hui, les biens, ça lui fait ses fonds propres, moyennant la perception de cash aujourd'hui. Donc tout peut s'imaginer, pour peu qu'on soit un peu créatif, pour passer un mauvais cap. Mais si je suis un promoteur qui porte beaucoup de stock de biens immobiliers et que face à ce stock, j'ai consommé ma marge, et il faut la prendre la décision de dire je vends et je sacrifie ma marge pour refaire mes fonds propres. Et voilà. Donc les décisions ne sont pas évidentes côté promoteur. Ouais. Alors que le cycle chez un marchand de biens n'est pas tout à fait le même. Chez un marchand de biens, on est quand même sur un cycle moins lourd d'investissement puisqu'il n'y a pas
toute cette phase de construction, on peut avoir une phase de rénovation, mais j'ai envie de dire que le risque est un peu plus maîtrisé. Mais les paramètres sont les mêmes. Hein. Ouais. Les phénomènes qui s'imposent à l'un s'imposent à l'autre. Oui. Donc, pareil sur les taux d'intérêt. Après, il y a etc., des délais effectivement. un peu plus courts sur des opérations de marchand, Oui, généralement, Mm. parce que généralement, en moyenne, c'est quand même plus court, le délai d'opération. mais encore faut-il avoir une contrepartie en capacité d'acheter en face. Et moi, Ouais, j'ai envie oui. de dire, Ouais, Oui, en tant que banquier d'affaires, Oui, ou en tant qu'investisseur dans le promoteur ou dans le marchand, je vais plutôt me poser la question de la capacité de commercialisation qu'a ce marchand de biens, ce promoteur. Est-ce que, en gros, au regard de la marge qu'il a, il va le sortir le bien? Ou est-ce que la marge qu'il est en train d'imaginer ouais, fait que le totalement prix de délirante. vente est totalement décorrélé du marché? Celui-là, c'est pas la peine. C'est ça le plus gros risque. Voilà, C'est donc, en fait, c'est baser ses prix de vente en cohérence avec le marché et pas s'enflammer, parce que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Hein. Si on veut faire tourner un bilan, c'est facile. Ah oui, hein. c'est ouais, clair. et Mais- puis j'ai même envie de dire, c'est le prix de vente qui n'est pas celui annoncé dans les annonces. Ouais. Oui, c'est le final, oui, c'est clair. C'est le Oui. prix de vente réalisé, Exactement. à la rigueur, celui des notaires, enregistré chez les notaires. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on doit fonder son idée de c'est quoi le prix de vente. Et ensuite, par rapport à ce prix de vente, on se pose la question, est-ce que j'ai des rénovations, est-ce que j'en ai pas? Mhm. Quel est le budget rénovation? Est-ce qu'il est réaliste, il n'est pas réaliste? Et quel est le prix d'acquisition? En fait, il faut Wow. faire le calcul à l'envers. C'est quel Oui. est mon prix de vente? Quels sont mes coûts liés à l'opération en termes de rénovation ou autres frais annexes? Et À quel prix je suis prêt à acheter enlever, l'actif ouais, enfin, déduire la marge, Ouais. et après, c'est le coût d'acquisition C'est ça. du projet. Oui. Et est-ce que les rénovations que je prévois nécessitent des matériaux qui ont une fluctuation du Ouais. cours? Ouais. Accessoirement. Ouais. Alors, tout, ça, Sur ça, les grosses ça rend le réno- sujet, ouais. j'ai surtout l'impression sur de les promoteurs. hein. rendre le sujet finalement hyper compliqué. Ouais. Mais en tout Mais cas, tu vas dans le détail. faut que l'interlocuteur que j'ai en face ait les réflexes, les bons réflexes de se poser Ouais. les bonnes questions. C'est son job. Hein. Moi, je dis, mon métier, Ouais. c'est de trouver des champions. Donc, Ouais. je vais toujours m'assurer de déceler chez mon interlocuteur en face s'il est soucieux de ces questions-là, s'il les anticipe, comment il s'y prend, quelle est sa méthodologie. Et ensuite, si sa méthodologie semble convaincante, bah, c'est là où on peut l'accompagner dans une opération de financement, quelle que soit sa nature. Ouais, donc quand on veut vraiment se structurer en marchand et attaquer des gros deals, faut vraiment se professionnaliser encore plus et vraiment dans le détail, dans les petits détails qui peuvent tout remettre en cause dans le projet finalement. Comme tout remettre en cause, mais le cours justement des matériaux qui peuvent fluctuer pendant Ouais. une opération. Et ça, autour Il faut de moi, l'anticiper, quoi. voilà, il faut l'anticiper, mais il n'y en a pas beaucoup qui le prévoient, quoi. Oui, mais c'est ça la réalité. Ouais. C'est que le marché, il est atomisé. Ouais. Il y a celui qui fait marchand à côté de son activité de Et tous ouais. les jours et qui va faire une opération et Ouais. qui, entre guillemets, tout à l'heure je parlais de cobaye, bah lui il va jouer aux apprentis sorciers. Ouais. Bah soit il a, j'ai envie de dire, la chance du joueur, Ouais. ça a marché la première fois et soit derrière ça marchera parce qu'il a craqué l'équation, soit ça marchera pas la deuxième fois. La réalité, en fait, d'ailleurs dans mon métier, mais dans tous ces sujets-là, c'est malgré tout l'expérience. Alors il faut se lancer, mais moi je dis souvent, au démarrage de toute aventure, qu'elle soit entrepreneuriale, dans l'immobilier, dans tout sujet, être conscient, faut être ambitieux, faut porter un projet, mais le construire par étapes. Et dans les premières étapes, aller toujours, et c'est vrai pour tout, de l'univers du certain à l'univers de l'incertain. Parce que un investisseur extérieur, Ouais. un prêteur extérieur, lui, son sujet, c'est d'arbitrer. C'est est-ce qu'en investissant chez toi, j'obtiens une performance qui va être meilleure que celle que j'aurais, alors toute chose en investissant chez un membre de ma famille, Ouais. en investissant dans un contrat d'assurance vie, en investissant dans une SCPI qui me posera peut-être moins de problèmes, etc., etc. Donc, si je décide d'investir sur un marchand de biens, c'est que j'escompte, je prends un risque. Oui. Je n'ai pas d'antériorité relationnelle. Je l'ai vu un certain nombre de fois.
j'ai déroulé avec lui son processus. Je suis pas un expert, j'écoute son expertise. Soit son expertise me convainc, soit elle me convainc pas. Ouais. Et ensuite, je fais tourner un modèle. Soit de ce modèle financier, je me dis, ça va me faire gagner beaucoup plus d'argent que tout autre placement. Ouais. Soit ça me fait gagner moins d'argent. Si ça me fait gagner moins d'argent, à la fin, je préfère aller investir dans un contrat assurance vie en obligation d'État. Mais c'est ça. Et je dors. Et je dors tranquille. Si moi, je souhaite la notion du temps, dans ce temps-là, rechercher plus de performance, je vais aller chercher des entrepreneurs courageux. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que finalement, quand je suis dans les premières étapes, je ne pourrais pas convaincre un investisseur externe, un investisseur structuré, un investisseur financier. Il faut aller dans l'univers du certain. Je vais d'abord aller demander à mes parents, à mes grands-parents, à mes amis. Puis ensuite, je vais aller attaquer mon cercle relationnel professionnel. Et puis, au fur et à mesure, je vais élargir à des business angels, à tout un écosystème qui s'élargit par cercle au fur et à mesure. Je vais du certain à l'incertain parce que c'est vrai dans les deux sens. Si je te connais, j'ai vu ce que tu as fait, on a une antériorité relationnelle. Je me dis, c'est quand même un bon, il est bon lui, je peux leur faire confiance. Donc moi je connais pas le business, mais ils font ça bien a priori. Voilà. Donc on se connaît, je vais mettre un petit billet chez toi et je me dis mon billet il me rapportera plus que celui d'un contrat en assurance vie. Mais je te connais pas. Mais si j'investis chez toi, c'est parce que le peu que je te connais, je sais que tu es un Top Gun. Parce que je sais que tu vas faire de la super perf. Parce que peut-être, il y a pour investir chez toi, si tu es un Top Gun, montre-moi que tu es un Top Gun. Donc ça, c'est là où on rentre la notion de track record. C'est là où tu vas devoir me démontrer que tu as une antériorité d'opération. D'où l'expérience. Et la réplicabilité de ce que tu as fait. À la fin, moi, j'ai coutume de dire, on essaye toujours à partir du passé de projeter le futur, mais n'oublions jamais une chose, c'est que le futur n'est pas écrit. Ouais. Donc, on ne sait pas de quoi sera fait le futur. Il y avait avant Covid, après Covid. On ne ressent pas le futur de la même façon avant et après. Ouais. Donc, à chaque fois, il y a des éléments nouveaux qui rentrent dans nos prises de décision, dans notre analyse d'un dossier. Mais demain, il y aura d'autres événements. On voit bien qu'il y a des conflits, des guerres. Peut-être que on peut se dire en France, est-ce que c'est bien que d'avoir que des actifs immobiliers en France ? Potentiellement, on est à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Potentiellement, je dis. Donc, on peut se dire, est-ce que je concentre tout mon patrimoine immobilier sur la France ou j'ai peut-être aussi intérêt à aller sur d'autres géographies ? Et diversifier. Voilà, donc, toutes ces réflexions, aujourd'hui, il suffit qu'il y ait une guerre mondiale. Les choix que tu fais aujourd'hui, demain, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et donc, tout ça pour dire, est-ce que l'être humain qui fait le métier d'investir dans l'immobilier, oui, il a un track record. Mais est-ce que son algorithme mental, à chaque fois qu'il y a un événement, il intègre ce changement ? Il intègre ces paramètres. Il s'adapte au contexte. Est-ce que tu t'adaptes au contexte ? Est-ce que tu prends en compte ce nouveau monde qui s'écrit ? Il y a eu un moment où l'inflation s'est emballée. Est-ce qu'on avait tous conscience de l'impact d'une hausse de l'inflation dans nos activités ? Je ne suis pas sûr, surtout nos générations à nous. On n'a pas vécu l'inflation qu'a connue nos parents. Mais à l'inflation de nos parents, il y avait les salaires qui suivaient le même rythme que l'inflation, voire leur rémunération était même supérieure. Et même si les taux d'intérêt d'emprunt étaient élevés, il y avait quand même création de richesse parce que tout ça suivait. Nous, on s'est retrouvés quand même dans un univers où l'inflation était plus forte que la hausse des rémunérations. Donc, complètement. Mais comme tu dis, c'est des changements de paradigme, des changements de contexte et il faut les prendre en compte. Mais pour rejoindre ce que tu disais, effectivement, je vais l'appliquer au cadre d'un marchand de biens qui va commencer à investir. Effectivement, au début, il va pas... D'ailleurs, même une banque, si c'est pour sa première opération, souvent, le suivra même pas. D'abord, ça va être soit ses fonds propres ou soit celui de sa famille. Il va faire une opération, montrer que ça marche. Après, il va élargir aux amis. Et peut-être pour la 3e, 4e, il pourra commencer à faire financer une partie par une banque et etc. quoi. Exactement. Et mon message, c'est un peu celui-là, en fait. C'est qu'il faut respecter là où on en est. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut se remettre en adéquation avec son ambition. Moi, je trouve ça génial, des gens qui sont super ambitieux. Au contraire, il faut de l'ambition parce que si t'as pas de l'ambition, c'est pas donné à tout le monde d'avoir de l'ambition et on peut être très heureux sans ambition. Mais dès lors où on est quelqu'un qui a une ambition, on est convaincu d'avoir une vision, d'avoir une mission, peu importe, chacun y mettra son terme. Ok, ensuite, il faut définir le chemin et les étapes pour aller à cette ambition. Si tout de suite, je me dis,
du point A, j'arrive au point D, qui est l'ambition finale. Bah, franchement, t'as aucune chance d'y arriver. Ah oui, si clair. Entre le point A et D, tu définis des marches, et ça va peut-être être pas tout de suite A à B, ça va peut-être être A à' ou A bis, et puis B, et ainsi de suite. Et puis tu franchis les étapes. Redescendre à A, et remonter mais à D. On le sait tous, quand on est des entrepreneurs, il y a des hauts, il y a des bas, c'est les montagnes, mais on a le cap, on a la vision, on a l'ambition, et on s'est défini un chemin. Ce chemin, même si on l'a défini, bah, la vie fait que il y aura des embûches et des bons événements, des mauvais événements, mais que à chaque étape, on construit un étage en plus dans la fusée. Et il faut y aller étage par étape, tout en gardant le cap qu'on s'est donné. Et faut pas tout de suite se dire oh là là, moi ça y est, j'ai trouvé, je vais partir tout de suite. Ma première opération de marchand, je vais acheter un immeuble de 30 étages que je vais découper en 152 lots. Ou voilà, ce projet-là, si tu le portes à l'origine. Bon, il y en a peut-être qu'on réussit, hein, je veux être prudent. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, c'est y aller étape par étape, commencer petit et petit à petit augmenter en fonction de ses capacités, de son expérience sur des plus grosses opérations, mais pas commencer directement trop gros. Et justement, est-ce que toi, tu as accompagné des personnes qui ont voulu commencer trop vite et qui ont peut-être explosé en vol ou qui n'ont pas su gérer la croissance? Alors, j'ai accompagné des gens finalement qui n'ont pas eu l'ambition de leur projet. Ça, c'est arrivé. Ensuite, moi, j'ai coutume de dire, alors plus sur des entrepreneurs que sur des professionnels de l'immobilier, tu peux avoir des sujets de crise de croissance parce que restons chacun experts dans nos domaines. Un entrepreneur est avant tout quelqu'un qui est là pour exploiter. Il gère un actif d'exploitation. Donc, son but, c'est de développer son business, etc. Si c'est un champion, il va avoir une forte croissance, mais il y a d'autres phénomènes qui jouent. Le financement du BFR. Le BFR, c'est quoi? Le besoin en fonds de roulement qui se définit en mettant en face à face des dettes fournisseurs avec des créances clients et des stocks. Si j'ai une très forte croissance, je peux me retrouver dans une crise de croissance, que nous on appelle en finance une crise de croissance. Ça veut dire que j'ai une crise de trésorerie liée à mon développement. Tu pourrais dire, mince, il est génial, il se développe super bien, sauf qu'à un moment, son développement nécessite des investissements et que la rentrée d'argent face à ces investissements est trop différée dans le temps. Et il y a un trop de trésorerie et ce champion, bah, il dépose. Okay. Donc, c'est en même temps intégré dans sa croissance. Faut pas aller trop. Enfin, faut aller. Mais c'est du bon sens. Enfin, mon propos est complexe à la fin, mais à la fin, c'est beaucoup de bon sens. C'est de se dire, au regard de mon business, faut pas que j'accélère trop fort parce que je vais avoir, je vais voir devant moi un trou de trésorerie. Donc, ok, je ralentis un peu. Ma trésorerie se reconstitue, je repars, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si je la refais, je suis marchand, je pars sur 10 programmes en même temps, 10 opérations de marchand. Il y a un moment, ça va péter. Ah, c'est comme en cuisine. Hein. Moi, je me dis souvent en cuisine, quand j'ai... je devrais pas utiliser le terme casserole, mais c'est quand même ça. Quand j'ai 3 casseroles sur les plaques, il y a quand même une chance qu'il y en ait une qui se mette à déborder. Et le risque, quand j'en ai une qui se met à déborder, qu'est-ce qui se passe? Je me concentre sur celle qui déborde. Et du coup, les conséquence autres, de quoi? Il y en a une deuxième qui se met à déborder. Et l'autre, elle crame. Et l'autre, elle crame. Et tu peux pas gérer trop de trucs. Faut aussi avoir cette conscience d'être focus. Accepter que les choses prennent du temps. Ouais. Vraiment. C'est très bien résumé. Belle philosophie, Et belle analogie des casseroles aussi. Je change un petit peu de sujet sur cette partie-là. Je voulais voir si tu avais vu potentiellement des nouvelles tendances dans le financement justement des actifs immobiliers. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais par exemple, il y a beaucoup le crowdfunding maintenant qui se développe, etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as observé aussi de ton côté ou... Alors, il y a deux choses. Il y a vers quoi va aller plus facilement l'argent et les évolutions dans le monde du financement. Vers quoi va aller l'argent? Aujourd'hui, on voit que de plus en plus d'acteurs prennent conscience des notions de ce qu'on appelle l'ESG, l'ISR, enfin je passe sur les jargons,
mais du fait qu'il faut des maisons à énergie positive, le fait d'être dans des logiques de bas carbone, de basse consommation énergétique, voire que ta maison fabrique elle-même sa propre énergie. Et il y a, alors là, je suis pas expert dans les matériaux, mais il y a toute une palette de potentialités dans le choix des matériaux. Donc, des entrepreneurs qui prennent conscience qu'aujourd'hui, on doit fabriquer des maisons ou autres d'ailleurs, des entrepôts, enfin tout actif immobilier bas carbone, et d'être à la pointe, à la recherche des meilleurs matériaux, des meilleurs fournisseurs sur ces sujets-là, vont plus facilement attirer des investisseurs et des prêteurs que d'autres. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes, les investisseurs, s'ils veulent trouver l'argent qu'ils vont investir dans les entreprises, eux-mêmes sont soumis à une législation comme quoi ils intègrent de plus en plus ces paramètres environnementaux, ces paramètres sociétals, etc. dans leurs investissements. Sinon, eux-mêmes ne lèveront pas de l'argent. Oui, comme tu dis, donc c'est là où va l'argent, en fait, c'est déjà proposer, enfin en tout cas si c'est un actif à financer pour parler immobilier, c'est que l'actif soit désirable aux yeux des investisseurs aujourd'hui. Oui. Et en l'occurrence, du coup, être dans l'air du temps et là, c'est... Est-ce que ça peut un peu réduire les intérêts du prêteur ? C'est-à-dire que le prêteur, il va préférer justement investir dans un projet où c'est un bâtiment qui construit bas carbone, qui respecte toutes les normes environnementales d'aujourd'hui, et avoir peut-être un peu moins de rendement qu'une opération qui ne respecte pas du tout ces normes, même s'il y a quand même des critères à respecter avec les permis de construire RE 2020, mais qui ne pousse pas la chose vraiment à fond et qui propose plus de marge, enfin plus de rendement. Je vais être basique, hein. Celui qui a un bâtiment énergétique, je sais pas, G, je crois que déjà il s'exclut lui-même de toute chance de financement. Ça c'est sûr. Donc, sauf si de ce bâtiment énergétique G, il en fait un bâtiment C et B, et là soudainement il va attirer beaucoup plus. C'est généralement le cas quand même. Oui, mais je reviens, si t'achètes un G et que à la fin tu sors un G, à mon avis, vaut mieux que tu comptes sur les membres de ta famille pour t'accompagner dans l'opération, et je pense que tu auras quelques problèmes pour trouver des locataires qui paieront le loyer. Mais bon, ça c'est accessoire. Aujourd'hui, alors, j'ai envie de dire, pourquoi je dis ça ? Parce que la notion bas carbone, j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui devenu presque un prérequis. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans une démarche de financement à basse consommation énergétique, t'es hors marché, hors du besoin. Donc, si toi, dans ta tête, t'es pas là, change de métier, change d'ambition. Premier point, parce que tu auras du mal sur tous les volets. Donc, c'est un prérequis. Aujourd'hui, mais maintenant, tu peux aller un peu plus loin encore dans ta démarche. Tu dis, moi, je veux la maison, je vais développer la maison à énergie positive. Ça veut dire, j'ai plus de chauffage, la maison s'auto-chauffe, etc., parce qu'il y a des panneaux, parce que, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme technologie qui vont permettre à la maison d'être à énergie positive. Là, je me rends moins compte avec les prêteurs, mais en tout cas avec des investisseurs ou des médianeurs, eux seront prêts et c'est protocolé. Si tu arrives à atteindre cet objectif qu'on s'est fixé, on va abaisser d'un demi-point peu importe, on va abaisser le coût de ton financement. Parce que tu as atteint cet objectif. Ça fait partie du deal. Ça peut vraiment faire la différence, du coup, faire la différence déjà pour avoir potentiellement plus de prêteurs, de faire plus attractif. Exactement, plus attractif. Oui, mais ça va même surtout abaisser ton coût du financement. Aussi. Donc potentiellement, tu sais que tu peux aller vers une démarche qui va abaisser le coût de ton financement si tu remplis les objectifs qui ont été convenus à l'origine de l'opération. Je reviens aussi sur le premier volet que tu évoquais. Alors, il y a ces sujets de bas carbone. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de la Smart City, du co-living, enfin, de toutes ces nouvelles tendances de fond. Et là, il y a, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est les investisseurs historiques ou des nouveaux investisseurs, mais en tout cas, j'ai envie de dire, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'intéressent à ces sujets-là, qui sont des tendances de fond. Et forcément, si ta sensibilité est vers
développer toutes ces nouvelles formes collaboratives, que ce soit dans ton lieu de travail, dans ton lieu de vie, dans ton lieu de vieillissement, puisqu'il y a même une démarche aujourd'hui d'un acteur qui... Co-living senior, tout ça. Ouais. Qui crée des espaces pour les seniors, mais voilà. Donc là, il y a une tendance, parce qu'il y a des véhicules, c'est des véhicules d'investissement, il y a des acteurs qui s'intéressent à investir dans ces nouveaux modes de consommation de notre société. Donc, tu peux avoir de l'appétence. Ensuite, je reviens sur le traditionnel. Dans l'immobilier, il y a différentes catégories d'actifs. Je veux dire, tu as de l'immobilier d'habitation, tu as de l'immobilier de commerce, tu as de l'immobilier de bureau, tu as de l'immobilier de logistique, et j'en passe, tu as de l'immobilier de parking, et j'en passe, de l'immobilier d'exploitation, etc. Selon la typologie d'immobilier, tu vas aussi attirer plus significativement certains investisseurs que sur d'autres catégories. Si tu fais de l'habitation, tu ne peux pas, compte tenu finalement de la rentabilité de l'habitation, de la charge fiscale, attirer beaucoup d'investisseurs en dehors du monde des particuliers ou au travers de fonds qui proposent des SCPI d'habitation. Si tu vas dans le commerce, tu peux espérer un peu plus de rentabilité. Si tu vas dans le bureau, alors le Covid a pas mal chamboulé les équations. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'immobilier de bureau soit la plus attractif. Mais peut-être que ça reviendra. Ça dépend du mode de consommation. Tu prends de l'immobilier de logistique. Aujourd'hui, l'immobilier de logistique est hyper attractif. Ensuite, on peut aussi se poser la question de l'immobilier. Moi, je m'intéresse à, comme sous-jacent, les parkings. Parce que finalement, même si on remet en cause l'existence des voitures dans les villes, etc., il y a encore besoin de place pour se garer. Et si à la fin, il n'y a plus de voitures, t'en feras des entrepôts de stockage. Donc, ça pourra trouver une solution, une utilité. Et même, tu peux même imaginer que ta place de parking, tu mettes une borne de recharge électrique, ce qui va t'améliorer ta rentabilité. C'est sûr. Donc, voilà. Et tu as aussi aujourd'hui des plateformes de réservation de parking à distance qui font que tu vas... En fait, il faut s'intéresser en profondeur à un sujet et aller au bout pour aller maximiser sa performance. Chaque sujet peut trouver de la performance. Carrément. Et même, tu vois, alors oui, il y a une classe d'actifs qui est le résidentiel où, du coup, ça va avoir destination juste de personnes pour vivre dedans. Et même au sein de cet actif-là, ensuite, derrière, il y a plein de modes d'exploitation différents, il y a plein de choses. Enfin, comme tu disais, après, il faut aller au bout du sujet pour... Ouais, parce que de l'habitation, alors, tu peux pas le faire dans de l'habitation parce que les baux ne le permettent pas, mais... Ouais, donc dans la partie Smart City, c'est vrai qu'on a accompagné Live in Paris, en fait, justement, qui prend des beaux commerciaux, donc transforme des bureaux en habitation, et sur ces habitations, va ensuite faire de la location saisonnière, ce qui lui permet de générer une activité de location saisonnière. Et de rester dans le cadre légal aussi qui est à Paris autour de la location saisonnière. Exactement. Il répond parfaitement au cadre légal. Ils achètent pas, ils sont pas propriétaires, ils prennent juste les baux commerciaux. Alors, ils prennent en location les baux commerciaux. Ça reste des bureaux. Je comprends. Sauf qu'ils transforment les bureaux en lieu de vie, d'habitation. Alors, c'est pas de l'habitation, mais c'est de la location saisonnière. Et ça, c'est une activité commerciale. C'est une activité commerciale, mais l'entreprise pourrait racheter les murs. Rien ne l'empêche de racheter des murs. Donc, mais c'est des réflexions qu'on peut avoir. Oui, mais faut-il qu'à l'origine, le bien soit un bien de bureau? Bien sûr. Ensuite, tu peux très bien imaginer de faire l'acquisition du bien immobilier avec une SCI. Face à cette SCI, toi, tu as une société d'exploitation du bail commercial qui te permet de faire de la location et tu construis gentiment un patrimoine d'exploitation en location saisonnière et de l'autre côté, un patrimoine immobilier. Mais ce qu'on fait aussi, alors peut-être pas dans les Smart Cities, mais nous, on a constitué beaucoup de foncières d'entreprises où finalement, beaucoup dans l'univers de la distribution, où... j'ai l'exemple des boulangeries en tête. Exactement. Tu as des groupes de boulangeries. En fait, soit tu es un gros acteur, tu as fini de te développer et c'est formidable. À un moment ou un autre, tu vas dire, j'achète mon immobilier. Mais soit tu es une structure en développement
qui est passé 10, 20, 30 points de vente, 40 points de vente. Et d'ailleurs, on parle de la boulangerie, on peut parler de self-stockage, on peut parler de crèche. Le dirigeant, moi j'ai coutume de dire, ce type de dirigeant, il a dans son bureau une carte de France. Derrière cette carte de France, quand il te rencontre, son seul sujet, c'est de te dire, regarde toutes les pastilles que j'ai mises sur cette carte de France et regarde toutes les pastilles que je suis en train de mettre. C'est-à-dire que son algorithme mental n'est qu'un algorithme de développement. Son sujet, c'est d'ouvrir toujours plus de points de vente. Et pas spécialement de patrimoine, quoi. Et pas forcément de remonter dans la chaîne de valeur, qui est de dire finalement, au lieu de louer mes emplacements de boulangerie, pour reprendre cet exemple, je vais acheter ces emplacements et devenir propriétaire. Donc, finalement, tu prends certains groupes, moi j'en ai un en tête, où le dirigeant versait plus d'1 million d'euros de loyer à l'échelle de son groupe. 1 million d'euros, son activité, il est en zone, enfin, son activité de boulangerie, il l'exerce, ses points de vente sont en zone d'activité. Tu appliques un taux actuariel, un rendement sur l'immobilier de 6-7%. Tu fais ton calcul, tu vois ce que, s'il avait été propriétaire, vaudrait le patrimoine immobilier. Or, en étant locataire, l'argent part directement à d'autres propriétaires et c'est un choix, mais c'est une perte d'un autre levier. Et en plus, ce patrimoine-là, j'ai envie de dire, il se fait sans effort complémentaire. Puisque toi, de toutes les manières, ton métier en tant que groupe qui ouvre des boulangeries, c'est quoi? C'est trouver des emplacements de boulangerie à créer ou à reprendre, ok? Essayer de les exploiter. Entre trouver ces emplacements à la location ou les trouver à l'acquisition, ton effort, il n'est pas beaucoup plus important. Non, complètement. Ensuite, nous, là où on va apporter de la valeur à ces dirigeants-là, c'est de leur dire, plutôt qu'être locataire, maintenant, nous, on va prendre en charge tout le volet financement. On te structure ton financement entre la partie prêteur, la partie investisseur, la partie médiateur, ce que j'évoquais tout à l'heure. Toi, c'est plus ton sujet, on t'accompagne là-dessus. Et toi, ton sujet, c'est celui que tu avais, peut-être qu'on va te donner les moyens d'accélérer, c'est d'avoir une stratégie de trouver des emplacements, mais plutôt que trouver des emplacements à louer, tu vas chercher des emplacements à acheter. Et on va nourrir au fur et à mesure ta foncière et on va mettre en place les lignes de financement qui vont permettre demain que tu aies construit en parallèle de tes ouvertures un actif immobilier. Et puis pour ce genre d'entrepreneur, et bon, on a pris l'exemple des boulangeries, mais ça peut être plein de choses différentes comme tu l'évoquais. Je trouve que c'est un bon moyen aussi pour construire du patrimoine sans même envisager encore la cession d'un groupe ou tu vois ou de l'actif économique en lui-même, mais de commencer à créer du patrimoine aussi personnel, quoi. En fait, alors c'est concentration du risque parce que tout ton patrimoine est lié quand même à un actif, à ton activité. Oui. Donc si un jour, on l'a vu, on parlait tout à l'heure de la hausse des matériaux, à un moment il y a eu la hausse du prix de la farine, oui, c'est vrai. Il y a eu la hausse du prix du beurre et je peux te dire de l'électricité. Et quand il faut cuire du pain, je peux te dire que les boulangers faisaient quelque peu la tête, puisque en fait, toute leur marge était consommée. C'est vrai pour la promotion, c'est vrai pour la boulangerie, et c'est vrai pour plein d'autres secteurs. À un moment, c'est ta marge. Donc soit tu as une capacité à répliquer sur ton prix de vente ces hausses, soit tu n'as pas cette capacité-là. Donc mine de rien, quand tout ton patrimoine est concentré dans un business, c'est bien, mais t'es concentré dans un business. C'est vrai. Donc, toujours avec prudence. Maintenant, ça offre d'autres avantages. Tu as construit ton patrimoine immobilier assis sur de l'exploitation de boulangerie, pour reprendre cet exemple-là. De l'autre côté, tu as ton exploitation de boulangerie. Demain, tu peux aussi décider de vendre juste ton exploitation de boulangerie et de rester propriétaire des murs, des murs et de fabriquer ta retraite, ton complément de retraite, etc. Ou demain de séparer les deux ventes. Enfin, des tas d'opérations peuvent être envisagées. Mais c'est une forme de diversification quand même. Oui, c'est que d'un côté, j'ai de l'exploitation, de l'autre, j'ai de l'immobilier. C'est ça que j'entendais par création de patrimoine en parallèle, quoi. Et puis, tu peux toujours... même si c'est des boulangeries, je suppose que soit, oui, effectivement, ça peut être un concurrent qui rachète, ou soit ça peut même être potentiellement modifié. Une fois que tu as l'immobilier lui-même, l'usage à l'intérieur peut être modifié. Ça peut être... un fast-food, j'en sais rien, tu vois, qui va s'installer. Je vais prendre un autre groupe. Ok. En guise d'illustration, un autre groupe, en fait, qui a eu cette stratégie-là sans nous attendre. Tu veux dire le groupe avec un grand M ou pas? Ouais, donc ce groupe, en fait, les dirigeants ne nous ont pas attendus. Eux avaient eu cette stratégie à côté de l'exploitation d'acquérir leur immobilier. Et à un moment dans l'exploitation, ils se sont retrouvés dans
ils étaient co-actionnaires avec une autre famille du groupe d'exploitation. Et en fait, ils ont eu l'opportunité de racheter les titres de l'autre famille. Okay. Racheter les titres de l'autre famille, ça a un prix, puisque l'exploitation, c'était une belle exploitation. Il fallait avoir la capacité de racheter les titres. Donc, on a été plusieurs confrères à faire les yeux doux à ces dirigeants. Et alors que les autres proposaient de faire une opération par laquelle on faisait rentrer un investisseur financier au sein de l'exploitation pour acheter les titres de l'autre famille, nous, on leur a dit, mais attendez, vous avez des actifs immobiliers. On va creuser un peu ce sujet. Ces actifs immobiliers, ils valent à peu près quoi? Ok, ils valent tant. Quel est le niveau d'endettement à date? Ah, vous n'avez pas beaucoup de dettes dessus. Il y aurait une super opération à faire, c'est qu'on va monter un refinancement sur les actifs immobiliers. De ce refinancement, vous allez pouvoir percevoir des capitaux et finalement, de ces capitaux, vous allez pouvoir racheter les titres de l'autre famille. Et en fait, on a permis à ce groupe de refinancer son patrimoine immobilier, mais surtout de racheter, grâce à son patrimoine immobilier, le reste du capital de la société d'exploitation. Tout en gardant le patrimoine immobilier. Tout en gardant le patrimoine immobilier. Donc de remonter de la dette sur le patrimoine existant. Ouais, on peut monter du refinancement et parfois, c'est pas inintéressant. Parfois, il faut savoir arbitrer un actif pour en acheter deux. Parce qu'au bout d'un moment, on a remboursé de la dette. Est-ce que je fais une recharge de dette ou j'achète, je vends mon bien, je prends mon equity et mon cash et je réinvestis dans deux actifs et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on construit pas à pas. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire entre l'exploitation et l'immobilier. Il faut être créatif, mais il y a plein de possibilités. Le champ du possible, chaque cas ouvre un champ du possible. Ouais, c'est ça qui est hyper intéressant. Trop bien. Avant de clôturer l'épisode, je voulais avoir une donnée pour justement, si on veut travailler avec toi, faire appel à une banque d'affaires. Quel est le montant minimum de projet? Bon, même s'il y a plein d'autres critères à prendre en compte, mais à faire financer. Oui, parce que je suppose qu'on ne va même pas te voir pour financer un appart à 200 000 euros. Oui. Alors, je ne serais pas le plus compétent parce que je n'aurais pas le réseau relationnel qui va avec. Ouais. Donc, déjà, comme je l'ai dit, premier critère, est-ce que c'est un champion, c'est pas un champion? Parce que ça, quelle que soit la catégorie, on peut faire des exceptions par rapport à nos règles si vraiment la personne a du talent et porte une belle ambition et est capable de l'exécuter. Traditionnellement, les opérations chez Link Capital pour lesquelles on va être en capacité d'intervenir sont des opérations à partir de 3 millions d'euros de besoin de financement. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à une 50aine de millions d'euros. D'accord. Voilà, donc très bien. Au moins, on a une tranche et voilà, donc on a une idée du montant du type de projet à financer, quoi. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Grégory, pour cet échange. On a couvert pas mal de sujets quand même. C'était merci à vous deux. Très bien. On aime bien poser une petite question à la fin à nos invités. Non, rien de méchant. C'est si tu devais donner un conseil pour une personne qui souhaite se lancer. Alors, normalement, c'est dans l'immobilier, mais ça peut être dans l'entrepreneuriat aussi. L'immobilier, ça marche. Quel conseil tu donnerais? Foncez. Trop bien. Foncez, pas trop réfléchir. Ouais. C'est vrai, parce que plus on réfléchit, moins on fait rien. Moins on fait. C'est clair. Donc, il faut quand même valider certains trucs, mais passer à l'action. Foncez si on croit en soi, parfois envers et contre tous. Faut y aller. J'ai envie de dire, il y a une chanson de Patrick Bruel qui dit « Je préfère avoir des remords que des regrets ». Vivre avec des regrets, c'est pas cool. Se dire « Je l'ai pas fait, on n'a qu'une vie. Je tente, j'y vais. » Soit finalement j'ai eu raison parce que j'y suis allé avec... Alors, il y a un vrai truc important, quel que soit le business, c'est la résilience. C'est pas lâcher. Quand on croit à ce qu'on porte, faut pas lâcher. Mais peut arriver un moment où faut se dire, faut accepter que le market timing n'est pas bon, que l'idée, elle est peut-être venue trop tôt. Accepter ça, mais j'aurais essayé. Ou peut-être que le market timing va venir et le momentum va être bon. Parce qu'on peut avoir raison avant le marché. Mais donc il faut accepter parfois que les choses prennent plus de... Et faut foncer, mais accepter que les choses prennent du temps. Voilà, c'est les deux éléments clés. Comme dans l'immobilier, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah oui, c'est très proche. Ouais. Très bon conseil en tout cas. Merci beaucoup, Greg, pour l'échange. Merci à vous. À la prochaine. À bientôt.